Getafe, Real Madrid, match capital pour prendre les commandes de la Liga. Dernières informations, composition probable, c'est la preview de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Real France, une petite preview en vue de ce match contre Getafe, match en retard de Liga. Et on va en parler avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va, merci et toi. Écoute, ça va très bien comme souvent. Petit focus sur Retafe. En premier lieu, comme d'habitude, un adversaire qui est jamais facile à négocier pour personne, même pas pour le Real Madrid, bien sûr. Je regardais un petit peu là avant la preview. On reste sur 5 victoires en 6 matchs contre eux, donc c'est plutôt bien. Mais jamais on leur a mis plus de 2 buts. On a mis 2 buts à 2 reprises, mais jamais plus de buts. Ce qui est une moyenne comme assez basse pour le Real Madrid. On est autour de 2,5, je crois. Et une seule fois seulement, les a battus avec 2 buts d'écart. Preuve vraiment que c'est un adversaire compliqué à manœuvrer. Ouais, surtout cette saison, je trouve que ça joue un peu mieux au ballon. Il y a des joueurs qui commencent à arriver à maturité. Ils ont eu le retour d'Enes Unal. Ils ont Borja Mayoral qui, qui est formé chez nous, qui tourne très très bien. Ils ont une défense qui est un petit peu plus expérimentée. Donc oui, c'est une équipe qui tourne mieux que les autres années. Ils sont dixième du classement. C'est pas incroyablissime, mais Getafe, c'est une équipe qui se bat chaque année pour le maintien. C'est une équipe qui prend pas de volée, comme tu l'as dit. C'est vraiment une équipe assez solide, on va dire, de manière globale, que ce soit offensivement ou défensivement. Et puis, c'est surtout une équipe qui est sur une bonne forme à domicile. Il y a très, très peu de défaites cette saison à domicile. Je crois qu'ils en ont qu'une seule contre Séville il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais voilà, c'est une équipe qui tourne plutôt bien. C'est un derby madrilène. Voilà, ça va comme toujours être compliqué là-bas. Ils sont dixième là en Liga au moment où avant ce match. Mais on rappelle que c'est aussi un match en retard. Donc s'ils gagnent, ils peuvent se rapprocher de la sixième place et la lutte pour la dernière place qualificative en Europe. C'est une équipe qui a la réputation toujours d'être très dure, bien organisée, un peu barbare, ou du moins qui sait pourrir un peu les matchs quand ça leur sert. C'est toujours le cas ou pas? Ouais, c'est toujours un peu ça. C'est une marque de fabrique. C'est un mini Atlético dans l'envie, on va dire. Et puis voilà, ils ont un coach qui aime aussi ça, qui aime rendre les matchs compliqués. C'est et à la fois un fin technicien, tacticien, pardon, et à la fois quelqu'un qui aime avoir des guerriers. Et Getafe répond plutôt bien à ses demandes cette saison. Donc on sait très bien qu'on va être accueilli un peu comme dans chaque stade en Espagne, avec cette envie de nous marcher dessus. Le Real Madrid a l'habitude aussi, donc je me dis que voilà, ça sera pas forcément plus compliqué que dans d'autres terrains, mais il faut savoir que ça va être une guerre, c'est un match en retard, comme tu l'as dit. Il y a aussi la possibilité pour eux de se rapprocher des places européennes. Pour Retafe, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, ou en tous les cas, ça doit dater. Donc forcément, c'est aussi un objectif pour eux. Donc voilà, ça va être un match très intéressant. Mais c'est vrai que tu l'as déjà noté, c'est une équipe avec un potentiel offensif meilleur assurément que ces dernières années. 28 buts marqués par exemple en Liga cette saison, ce qui est avec un match en retard, une fois de plus, je le rappelle. Ils font mieux que quiconque dans le hors du top 6 d'Espagne, ce qui est pas mal. Ouais, et surtout la moitié, 14 sont marqués par le co-meilleur buteur de la Liga, Borja Mayoral, qui on l'a dit déjà, est formé chez nous. On sait très bien comment fonctionnent les joueurs qui nous rencontrent de nouveau après être passés par le Real Madrid. C'est souvent des joueurs qui marquent. Je crois d'ailleurs que c'était le cas au match aller, si je dis pas de bêtises, ou alors il a eu un but refusé, mais Borja Mayoral, il me semble qu'il marque Il me semble. contre nous. Et voilà, il est aux portes de la sélection actuellement, avec l'Euro qui arrive bientôt. C'est un joueur qui est en grande confiance, donc c'est un joueur à surveiller. À côté de lui, il a son compère Enes Unal qui revient de blessure, mais qui est un joueur redoutable aussi. Et on sait qu'offensivement, c'est une équipe qui fonctionne très très bien. Tu l'as dit, en dehors du top 6, c'est une équipe qui marque beaucoup. Il faudra surveiller ces joueurs-là, et on le sait en plus. Nous, en ce moment, défensivement, c'est pas non plus une assurance tout risque. Donc voilà, il va falloir être aux aguets. Ouais, donc c'est du Latassa qui lui aussi est passé par le Real. Un joueur comme Greenwood, qu'ils ont récupéré dans un contexte un peu particulier, puisqu'il a des ennuis avec la justice. Manchester United le voulait plus personne, enfin en tout cas pas grand monde, je crois,
le voulait dans son équipe. Eux, ils sont allés le chercher. Mais bon, disons que ça reste sportivement, si on s'en tient à ça, un joueur avec un potentiel, 4 buts, 4 passes décisives. J'ai regardé un peu sur ses premières stats. C'est aussi un joueur Ouais, puis menaçant. ouais, et puis il a beaucoup d'influence sur le jeu. C'est un très très bon joueur, à tel point que le Barça souhaiterait le recruter cet été. Il a même tenté, je crois, cet hiver. Voilà, c'est un joueur qui, forcément, en dehors de ses déboires judiciaires, a du talent. Il est jeune, il a du potentiel, il a de l'avenir. Et forcément, les grosses écuries européennes se l'arracheront certainement à l'avenir. Là, il est à Getafe, c'est presque incompréhensible, mais voilà, c'était aussi pour trouver un second souffle. Il l'a trouvé parce qu'il réalise vraiment une très très belle saison. 4 buts, 4 passes D, comme tu l'as dit, mais au-delà de ça, vraiment, je souligne l'influence qu'il a sur le jeu de Getafe. Et c'est un joueur qui est vraiment déterminant et qu'il faut surveiller également. Hmm. Un fait plus complet, donc. Côté Real, on maintient le cap et la dynamique, même si on est clairement dans une phase de moins bien dans la production, on va le dire, dans le jeu. Ouais, on est un petit peu moins bien, mais comme on le disait déjà sur le précédent débrief, c'est aussi ça la force des champions. Et puis une saison de champion, c'est de savoir remporter des matchs compliqués en étant un petit peu malmené, pas forcément malmené, mais en galérant un petit peu. C'est de remporter ces matchs, même si c'est sur le plus petit des scores. C'est comme ça qu'un champion le devient. Donc voilà, je suis pas inquiet non plus. Les matchs vont s'enchaîner. Le calendrier qui arrive va être très très compliqué pour le Real. Mais voilà, c'est aussi une équipe qui a de l'expérience, qui a l'habitude. On sait très bien que quand on arrive en février, c'est le début des grosses hostilités. Le Real et ses joueurs ont l'expérience pour ça. Donc voilà, je suis pas inquiet concernant ce match à Getafe. Il va juste falloir l'assurer parce que forcément, Girona est là et n'a plus qu'une seule compétition à jouer. Il ne lâchera pas jusqu'au bout. Donc il ne faut pas perdre de points en Liga. Au contraire, il faut prendre les commandes, comme tu l'as dit, en interlude et puis tout de suite montrer que le patron, c'est le Real Madrid et qu'il faudra le rester jusqu'à la fin. Ouais. Et puis de surcroît, on sait que le Real Madrid, ça monte toujours en puissance au fil sur la deuxième partie de saison. La préparation est faite en ce sens. La bonne nouvelle aussi, c'est que tout le monde est disponible en dehors des joueurs qui récupèrent des croisés. Jude Bellingham, notamment, sera de retour après avoir purgé sa suspension. Mon interrogation, ma petite préoccupation, même par rapport finalement au 11 de demain, elle concerne Eduardo Camavinga, qui est sous la menace d'une suspension. S'il prend un carton jaune, on sait qu'il y a l'Atlético qui arrive dimanche. Comment tu vois ça? Est-ce que tu le vois titulaire quand même après son match énorme en milieu de semaine, pas le week-end Non, dernier? non, non, je pense que l'inquiétude dont tu parles, elle est réelle et je pense pas qu'il sera titulaire. On sait très bien que malheureusement, en plus, Eduardo Camavinga, il est capable de prendre un jaune très rapidement dans un match. Ça lui arrive très très souvent et c'est bien pour ça qu'il est sous la menace d'une suspension. Et je pense que le Real en a besoin. Je pense malheureusement qu'il ne sera pas titulaire sur ce match-là et que potentiellement il le sera face à l'Atlético. Mais oui, je le vois pas débuter. Je pense qu'il y aura pas un turnover, mais je pense qu'il y aura encore une équipe modifiée par rapport au dernier match. Je vois d'autres joueurs intégrer le 11. Donc voilà, je vois pas le Français titulaire en tous les cas pour les raisons que tu viens d'évoquer. Hmm. Au milieu de terrain, bon. Après, on fait entrer en jeu Aurélien Tchouaméni, pardon, qui vient de marquer le but vainqueur. Donc un joueur en grande confiance aussi. Donc assurément, c'est lui qui va retrouver sa place devant la défense madrilène. Après, tu vois quoi? Tu vois aussi la réintégration de Luka Modric, qui n'a pas joué une seule minute sur les deux derniers matchs avec Fede. C'est c'est possible aussi parce que ça commence à faire débat aussi dans la presse. On commence à parler d'un joueur qui quittera le club à la fin de la saison. Et Ancelotti, on sait très bien qu'il a beaucoup d'empathie pour des joueurs comme Toni Kroos, comme Luka Modric. Est-ce que voilà, l'affect va pas aussi rentrer en compte dans ce match? Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de logique. Si Luka Modric ne joue pas face à Getafe, vraisemblablement, il ne jouera pas face à l'Atlético. Ça sera compliqué face à Leipzig. Ça peut être compliqué face à Bilbao et du coup, bah, ça ferait beaucoup, beaucoup d'inactivité pour le Croate. Je le vois pas le laisser sur le banc sur ce match-là. Donc oui, certainement un Luka Modric titulaire aux côtés de Tchouaméni et Kroos, c'est ce qui pourrait être le plus logique. À voir si Fede Valverde n'est pas inclus. Mais voilà, c'est encore une fois, il y a beaucoup de doutes sur le 11 que pourra mettre en place Ancelotti. C'est compliqué de lire ces 11 en règle générale et je pense que ça l'est d'autant plus pour le match de demain. Ouais. Je parierais plutôt sur un trio de Tchouaméni, Modric et Fede Valverde, parce que Valverde, il l'a mis un petit peu au repos déjà face à Las Palmas. Donc je pense qu'il va quand même
le remettre dans le 11, même s'il le sortira, en tout cas si le scénario le permet, il le sortira forcément dans les premiers, je pense, pour le ménager aussi par rapport à ce qui arrive. Au niveau des gardiens, Carlo Ancelotti a pas donné de nom aujourd'hui en conférence de presse. Lonin, Kepa, comment tu le sens, toi? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Il y a aucune logique dans ce qu'il fait. Euh, je sais même pas si eux savent qui va jouer à l'avant. J'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il donnera de la continuité à Lounine et puis peut-être que ça sera définitif, mais au final peut-être pas. Non, franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. J'en ai vraiment aucune idée pour être honnête. Moi, je dirais Kepa, dans le sens où tant qu'il n'a pas clôturé et mis fin véritablement à ce débat, je considère qu'il va plus ou moins faire du 1 sur 2. Parce que même si on part du principe qu'il garde Kepa pour la Ligue des Champions, on en avait déjà parlé, ce serait complètement fou de pas faire jouer Kepa pendant quasiment un mois, puisque son dernier match c'est la demi de Supercoupe. Ça ferait vraiment un temps d'inactivité dingue avant de jouer un match décisif en Ligue des Champions. Donc je me dis que forcément il va faire du turnover. Donc je miserais plutôt sur Kepa, mais après je suis d'accord avec toi. On n'a aucune visibilité réelle sur ce qui passe, sur ce qui se passe et ce qu'il a comme plan, puisqu'il en parle, il maintient le flou en tout cas sur le sujet. Par rapport au reste du 11 pour ce match-là, après tu vois du classique devant, forcément, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Ouais, je pense qu'il changera pas. Je pense qu'il maintiendra Rodrigo Vinicius, qu'il inclura Bellingham. Je vois pas de changement à ce niveau-là. Derrière, retour de Mendy peut-être. Ouais, là, je vois un retour de Mendy sur ce match-là. Fran Garcia a plutôt bien joué, mais bon, il a eu ses matchs. Je pense qu'il y a aussi un turnover un peu comme les gardiens qui est assez régulier entre eux. Donc, pour prendre un peu de minutes par rapport au match de l'Atlético de dimanche, où je pense qu'il sera titulaire également, je vois Mendy rejoindre le 11 également. Ouais, on est en phase là-dessus. Tiens, un autre petit sujet. Ancelotti disait encore en conférence de presse tout à l'heure qu'il fallait être patient avec Gouler, puisque forcément, il y a toujours beaucoup de questions sur le petit Turc. J'ai envie de dire, c'est pas demain ou pas jamais, mais le mois prochain pour le voir, dans le sens où on a Getafe demain, mais après on va enchaîner l'Atlético, Girona, Leipzig. Il y a du Séville et Valence aussi dans la foulée, dans les parages, même s'il y a un match contre le Rayo qui se cale entre tout ça. Honnêtement, je le vois pas titulaire dans l'immédiat, hein. Je pense qu'il aura pratiquement aucun match titulaire. La Coupe du Roi s'est arrêtée et c'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour lui parce qu'il a aussi encore un Brahim Diaz qui est devant lui. Parce qu'il y a aussi un retour de Lucas Vasquez qui pourrait être mis dans ce rôle un peu plus haut également. Parce qu'on a fait des Valverde ou Ceballos qui, dans leur rôle de milieu de terrain, couvrent aussi ce couloir droit. Et forcément, dans un système de 4-4-2 comme on le joue actuellement, eh ben, c'est plus compliqué de lui trouver une place. Je pense que quand il parle de patience et qu'il en parle en conférence de presse, c'est pour nous dire que oui, pour le moment, ça va être compliqué. C'est un jeune joueur, il faut le protéger et qu'il aura des minutes. Mais par contre, du temps de jeu en tant que titulaire, sur le mois qui arrive en tout cas, j'ai de forts doutes. Ouais, la même chose. Et moi, de toute façon, je pense que pour maintenant, il faut se résoudre aussi à l'idée que, au mieux, on ne le découvrira réellement qu'en fin de saison. Et encore, parce que ça va dépendre aussi de notre parcours en Liga, de jusque où ira cette équipe de Girona. Et on a à peu près la certitude que Carlo Ancelotti n'ouvrira pas plus largement, en tout cas son banc, tant qu'on n'a pas une vraie mainmise sur cette Liga. Ensuite, il faut rester aussi lucide, je pense. Il y a énormément de hype autour de lui, mais je pense que le plus important finalement sur cette fin de saison, je crois, c'est qu'il ne se blesse pas vraiment, qu'il puisse bosser à fond au moins aux entraînements, se fortifier, se préparer pour quand son heure arrivera, et elle va arriver à un moment donné son heure, et puis aussi bah, pour l'Euro qu'il aura disputé avec la Turquie, parce que je pense que même s'il n'a pas énormément de temps de jeu, seulement 15-20 minutes par-ci par-là, je pense qu'il sera quand même au moins dans le groupe avec la Turquie pour l'Euro, quoi. Ouais, je passe un petit bonjour à mon ami Ilan qui est turc et qui me disait exactement la même chose. Il me disait que de toute façon, même s'il n'a pas de temps de jeu, il sera dans le groupe. Selon lui, en tout cas, il y a pas de doute là-dessus. C'est l'une des deux pépites avec le petit attaquant de la Juve. Et c'est deux joueurs tellement prometteurs qu'on voit mal comment ils pourraient pas être incorporés dans les 23 Turcs pour l'Euro.
Maintenant, oui, je pense que lui, il aimerait avoir du temps de jeu, il aimerait se montrer parce qu'il y a quand même aussi une place de titulaire à aller chercher à l'Euro. Et ça, par contre, elle est peut-être un peu moins assurée s'il n'a pas de temps de jeu, sachant il revient de 4 mois de blessure. Mais comme tu l'as dit, je pense que le Real fait très attention aussi. Pendant 4 mois, il a failli revenir une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 fois. Et la veille du match, eh ben, il y avait un problème physique. Donc, le Real n'a pas envie de le griller et le faire jouer peut-être un peu trop d'un coup. Ça pourrait engendrer ce type de blessure. Voilà, il y a aussi son passif qui fait que c'est complexe. Donc voilà, faut être patient. Je pense que lui l'est. Je pense que le Real va l'être. Je pense que c'est à nous de l'être également, malgré le fait qu'on a envie de le voir, parce que on sait qu'on a un diamant brut et forcément on a toujours cette hype pour les jeunes joueurs qui sont talentueux. On a envie de les voir et de les revoir. Et c'est comme ça, c'est aussi la beauté de ce sport et les envies d'un supporter. Mais je pense qu'il faut être très prudent. Son talent, il va pas disparaître dans tous les cas. C'est du génie, c'est inné. Et on aura le temps d'en profiter, en tous les cas, je l'espère. Mais c'est vrai que voilà, on commence les mois difficiles. Il aura certainement sa patte à apporter, mais va falloir être très patient. Ouais, totalement. Parce qu'encore une fois, même si nous les premiers, hein, quand on regarde des matchs, des fois on voit Rodrigo qui fait une mauvaise perf, on se dit, mais allez, sors-le et mets-nous le petit Arda Güler sur 15 minutes, qu'on voit un peu ce que ça donne. Mais après, encore une fois, il faut aussi tenir compte du fait que bah, Carlo Ancelotti, le staff médical du club, ils ont aussi des données que nous, on n'a pas forcément. Ils voient des choses que nous, on ne peut pas voir. Ils ont des données statistiques, tout ça que nous, on ne voit pas. Et assurément que, bah, encore une fois, et ça avait été noté notamment dans l'article de Relevo que j'avais lu sur le sujet là, il y a quelques jours, euh, bah forcément, dans les matchs un peu compliqués comme là dernièrement, bah, il est quand même assez logique que aussi Carlo Ancelotti s'appuie plutôt sur des joueurs qui ont de la bouteille, du Rosselló, même du Lucas Vasquez, du Dani Ceballos, plutôt qu'un petit Arda Güler qui, bah oui, peut avoir en même temps cette fougue, cette envie que bah, eux aussi vont avoir tout ça, mais voilà, il s'appuie plutôt sur des gars qui sont préparés et habitués à ces environnements-là, plutôt que sur lui, en sachant que bah, le petit Turc, on sait, encore une fois, il a un gros passif en termes de blessures. Donc voilà, je pense qu'il faut être patient, nous les premiers. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça parce que je me dis que si les entraîneurs des années précédentes avaient laissé des Raoul, des Messi ne pas jouer à cet âge-là, ben, peut-être qu'ils n'auraient pas eu la même trajectoire. Et de surcroît, ce que je reproche moi à Ancelotti dans ces moments où il ne le fait pas rentrer, c'est que quand il fait un changement de latéral gauche, qui est sa spécialité à la 80e minute de jeu, quand on fait match nul ou quand on est mené, ou qui nous sort Camavinga pour Tchouaméni, je vois pas l'apport que ça peut donner en tous les cas offensivement. Lui, il a un talent, il a quelque chose, il a une très très grosse frappe. Et ensuite, concernant l'environnement, je suis d'accord, par exemple, pour un Rossellou qui lui est grand, qui peut apporter quelque chose de différent. Par exemple, un Dani Ceballos sur ce type de match, je comprends pas trop ce qu'il peut apporter. C'est pas quelqu'un qui marque, c'est pas quelqu'un qui est passeur décisif. Arda Güler, il a connu des ambiances turques, il a joué à Fener, il a Ouais, connu des ambiances de malade mental, il a eu de la pression, il est en équipe nationale très tôt. La pression en Turquie, si tu la supportes, tu vas supporter la pression à Las Palmas, hein, je pense en tout cas. Donc, c'est vrai. je suis plus ou moins d'accord. Je comprends un petit peu ce que peut donner l'article, plutôt par le passif des blessures. Maintenant, sur l'ambiance, sur l'expérience, quand tu as un génie comme ça qui a autant de. Je vous dis encore une fois, il a une frappe de mule, il a une frappe de dingue. Euh, il peut vraiment déclencher, un peu comme l'a fait Nico Paz, qui a totalement disparu des radars en son temps, en tout début de saison. Il peut déclencher quelque chose et puis donner la victoire. Je pense que c'est des joueurs qui ont aussi besoin de continuité. Alors, il faut être précautionneux parce qu'il a eu un passif de blessure cette saison et forcément, le Real, de toute façon, on va pas le griller et puis c'est normal. Mais voilà, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu qu'il a jusque-là et j'espère quand même que sur la deuxième partie de saison, il en prendra un peu plus. Oui, en plus c'est vrai que bah, rien que sur son premier match en Copa, on a vu qu'il avait de la personnalité et du caractère en prenant le ballon dans les mains de Ceballos pour aller tirer ce coup franc Par exemple, qu'il a d'ailleurs failli transformer euh, magnifiquement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Arda Güler et sur cette petite preview. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la merci Tom. vidéo. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve demain, nous, après le match pour le débrief, comme d'habitude. Allez, bonne journée, ciao. Ciao.